Bon, ici, je revois encore une fois les similitudes. Similitudes. Je vous avais dit que qu'est-ce que c'est qu'une similitude? Ben, c'est une association, une composée, si vous voulez, d'homothétie avec une rotation. Bon, ici, je vous ai toujours dit que je suis dans C. Hein. Ne perdez pas de vue que je suis en train de traiter les complexes, donc c'est similitude dans les complexes. Bon, j'ai déjà parlé suffisamment donc de similitude jusqu'à présent. Je vais vous rappeler juste ici que la similitude, c'est vous avez une image d'un point dans les complexes par la relation qui est donnée ici avec K appartenant à R. Je vais enlever le 0 pour éviter qu'il y ait un absorbant et qu'il n'y ait plus d'image par rapport à un objet existant, il n'y a plus d'image. Voilà, bon, pour éviter ça, j'enlève le 0. Alors le Z, la rotation, ben, c'est K, enfin, je m'excuse, c'est Z 6, 6 phi. Bon, alors avec la similitude, je vais vous dire que c'est une composition des deux. Ouais, si j'ai oublié un O à homothétie, ça m'aurait pas étonné. Ouais, je vais le remettre. De toute façon, vous avez compris. Hein. C'est homothétie. Alors, ce que je voulais dire, je disais que la similitude, c'est une composée des deux. Hein, c'est une homothétie suivie d'une rotation, ou d'une rotation suivie d'une homothétie, peu importe, on s'en fout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, enfin, que celui qui est pris en premier ou pas. Eh bien, pour faire la similitude, ben, comme je vous ai dit que c'est les deux, ben, je vais prendre K fois Z et Z6 phi. Je prends les deux. Et là maintenant j'ai une similitude. Bon, ben ça on retrouve ça où? Où on retrouve cette similitude ben, dans les produits de complexes. Z1 fois Z2. Z1 fois Z2 est une similitude. Dans quoi? Ben, dans les puissances, parce que les puissances c'est quoi? Ben, c'est des produits. Si déjà le produit c'est une similitude, ben, la puissance c'est une similitude. Et maintenant je vais voir maintenant que c'est aussi une similitude pour la racine énième de z. Alors pour ça, je vais vite refaire la racine énième d'un nombre complexe. Qu'est-ce que c'est rechercher? Je vais écrire de manière non conventionnelle. Partez du principe que je vais écrire d'une manière non conventionnelle. Je vais rechercher donc racine énième de z. Ça veut dire qu'il existe un complexe ρ 6 phi. Bon, je pars du principe que z est connu. Hein. Z, c'est. Ouais, justement, je veux dire que z c'est ρ 6 phi. Ça va me faciliter la tâche. Alors, z égale ρ 6 phi. Voilà. Et donc, si je fais la racine énième de ρ 6 phi, j'obtiendrai R6 alpha. Si je fais la racine énième de ρ 6 phi, j'ai R6 alpha. Bon. Alors, n étant un nombre naturel, hein, donc n appartient au naturel. Voilà. Donc, je vais déterminer la racine énième de z, connaissant bien sûr ρ 6 phi, donc on va rechercher R6 alpha. C'est R6 alpha qu'il faut rechercher par rapport à ρ 6 phi qui est connu. Par rapport à ρ 6 phi qui est connu. Bon, en d'autres termes, je pourrais écrire ceci, mais bon, c'est non conventionnel, mais je le fais quand même. Voilà, c'est comme si j'avais ceci est égal à R6 phi. Bon, c'est non conventionnel parce que je ne peux pas faire ça au niveau de l'argument. Au niveau du ρ, il n'y a pas de problème, je peux faire racine de ρ, racine énième de ρ. Je peux, bon, les mathématiques permettent ça, d'autant plus que ρ appartient à... c'est une distance, c'est une norme de vecteur, c'est une distance entre deux points, et c'est un module de complexe. Donc ρ appartient à R+. Donc je peux écrire ceci. Mais par contre, pour ce qui n'est pas conventionnel, c'est pour le 6 phi. Bon. Alors pour éliminer cette contrainte d'écriture qui ne paraît pas adéquate aux yeux de certains, notamment pour les puristes, voilà,
Alors, on va changer la donne. Comment? Ben, tout simplement, si c'est ça qui gêne, ben, je vais mettre une puissance n là, mais alors à ce moment-là, il faut que je mette une puissance n ici. Donc de ce point de vue-là, ça veut dire que c'est comme si on recherchait la puissance énième. Ça, on sait faire, hein, parce que rechercher la puissance énième, on sait faire les puissances des complexes, il n'y a pas de problème. Mais c'est rechercher la puissance énième d'un nombre complexe qu'on doit identifier. On doit identifier ce nombre complexe. Bon. Il est aisé de l'identifier. Pourquoi? Parce qu'on connaît ρ6 phi. On sait bien par rapport à quoi. On sait bien, on connaît la racine, voilà, la puissance énième. On sait qu'on doit calculer la racine énième. Donc n est connu. On sait bien que c'est par rapport à un z. Z est connu. Donc on a une hypothèse que z est connu. Donc on s'est retrouvé par identification. D'autant plus qu'on s'est scindé, parce que, pourquoi on s'est scindé? Parce que dans les complexes, justement, on peut scinder soit les parties réelles, les parties imaginaires ensemble, mais ici, on va pas, il n'y a pas de partie, enfin, ici, on va scinder le module, et parce que c'est dans un repère polaire, on va scinder le module et l'argument. Donc ça, on sait faire. Et donc, on peut traiter séparément. Il y a déjà une chose qu'on peut déjà découvrir, c'est que, ben, si je peux scinder, ben, je peux scinder séparément, je peux trouver directement. On a une équation inconnue. Tout d'abord, ici, il faut traiter la puissance, c'est Rn 6 n alpha. Ça, c'est les puissances, les formules de puissance qui donnent ça. D'Abraham de Moivre, la formule d'Abraham de Moivre. Voilà. Et normalement, n appartient, bon, je dirais même, pour les puissances, n appartient au rationnel. N appartient au rationnel. Voilà. Bon, ceci étant dit, de toute façon, j'ai fait la transformation tolérée dans l'écriture, au travers de l'écriture voilà, de la formule d'Abraham de Moivre, Rn 6n phi égale ρ 6 phi. Et comme je vous ai dit qu'on peut scinder, ben, si on peut scinder, ben, je peux déjà calculer que vaut R. R, ça y est, je l'ai trouvé, c'est racine énième de ρ. ρ étant connu, il suffit de faire la racine énième de ρ. Donc là, on a déjà déterminé le R qui vaut la racine énième de ρ. Bon, dans notre quête de recherche des éléments, maintenant il faut rechercher le alpha. Donc on a ρ, voilà, alpha en fonction de phi. Mais ça, maintenant je vais regarder au niveau des arguments, mais c'est la trigonométrie qui va nous aider là-dessus. Pourquoi? Parce que la trigonométrie nous dit que, bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le 6? Bon, le traitement du module a été traité. Maintenant, je vais traiter l'argument. Pour rechercher alpha, hein, il y a déjà quelque chose qui a été déterminé, c'est le module. Il ne reste plus qu'à chercher que vaut le alpha, connaissant le phi. Alors, on a une connaissance, c'est le phi qui est connu. Hein, on recherche le alpha. Bon, alors c'est une équation trigonométrique, je vous le dis tout de suite, puisqu'on a cosinus alpha, c'est, on va dire, l'inconnu c'est alpha, hein, donc on a cosinus n alpha est égal à, ce qui est connu c'est cosinus phi. Bon, j'ai pris avec le cosinus, j'aurais pu prendre avec le sinus, hein. Phi plus de capi. Voilà. Phi plus de capi. Alors j'aurais pu le faire la même chose avec le sinus, hein. Sinus alpha, n alpha est égal à sinus de alpha plus de capi. Alors, quand est-ce que deux cosinus ou deux sinus sont égaux? Bien, quand leurs arguments, c'est des équations trigonométriques les plus simples qui puissent exister. On a un cosinus à gauche, un cosinus à droite. Bon, il n'y a même pas de coefficient. À la rigueur, il y aurait un coefficient ici, ça poserait un petit problème pour certains. Mais ici, ça ne doit pas poser de problème. Il suffit de, je veux dire, d'égaler voilà, les angles. Deux cosinus sont égaux s'ils ont même angle. Et deux sinus sont égaux s'ils ont même angle. Donc on va dire que n alpha est égal à phi plus de capi. Et phi est connu. Voilà, de capi, bon, k varie de 0 jusqu'à n-1. C'est-à-dire qu'il y a
n et n racines seulement. Voilà. Donc, dans une racine énième, il y a n racines. Dans une racine énième, il y a n racines. Vous pouvez démultiplier le cas comme vous voulez, mais vous allez retomber sur une des racines énièmes. Ouais, vous pouvez faire 10 tours, hein, vous allez retomber sur une des racines énièmes, parce que la, la racine énième a une coordonnée, donc vous allez retomber sur une coordonnée connue, déjà utilisée. Bon, mais c'est pas n alpha qu'on recherche, mais c'est plutôt alpha, donc c'est phi sur n plus 2k pi sur n, et k variant de 0 à n-1, donc il y a n, voilà, déterminer l'équation. Donc maintenant, il n'y a plus d'inconnu, 6 alpha ne vaut plus 6 alpha, puisque je viens de déterminer l'alpha. Alpha, il vaut ceci maintenant. Bon, alors je vais remplacer parce que vaut alpha. Il est déterminé par rapport à phi qui est connu. Voilà, et ça c'est la racine énième d'un nombre complexe qui vaut ceci. Bon, et là on voit bien qu'on a une homothétie, là, suivie d'une rotation. Alors je dirais même plus, je pourrais décortiquer cette rotation en une rotation de la forme suivante. En fait, il y aura deux rotations, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, deux rotations, c'est pas nécessaire, mais je peux le décrire comme étant deux rotations. Alors, ceci, vous aurez aperçu que ce sont les racines énièmes de l'unité. Donc, ça peut constituer, si vous voulez, une base qui va générer une rotation. C'est une base, c'est un repère circulaire, c'est un repère circulaire de rayon 1. Voilà, et à partir de là, je mets ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité, parce que son module vaut 1, c'est pour ça qu'il a un rayon de 1, n epsilon k, k variant de 0 à n-1. Bon, c'est toutes les racines, il y en a n et n seulement. Tout nombre complexe admet n et n racines seulement, mais c'est valable pour les racines, racines énièmes de l'unité. Hein. Racine énième de l'unité étant une racine énième particulière, c'est celle de l'unité. Donc en fait, elle contient n et n racines seulement, donc le k va bien varier de 0 à n-1. Alors maintenant, on peut exprimer la racine énième d'un nombre complexe par rapport à une base circulaire où sont repris les racines énièmes de l'unité. Bien sûr, on aura ce qu'on appelle un angle de départ qui vaut phi sur n. Phi sur n. Bon. Et le module est très simple. Hein. C'est pas ça qui pose problème, c'est pas le module. Il n'y a rien qui pose problème ici. Bon, alors je prends un cas de figure. Donc on a bien la rotation, les rotations, hein, les rotations, l'ensemble qui va concerner les rotations sont là. Voilà, les rotations sont là, notamment avec un repère circulaire qui peut agir, il n'y a pas de problème, en tant que base. Il n'y a pas de problème pour générer voilà, la rotation par rapport à un angle de référence, enfin un angle de départ qui est phi sur n. À partir de phi sur n, mais je décale tout par rapport à la racine énième de l'unité, pourquoi pas. Et le module, bon, c'est racine énième de rho. Lui, voilà, le module, il ne va pas varier. Une fois que vous l'avez trouvé, racine énième de rho, ben, vous faites un cercle bon, qui sera de multiple de 1. Multiple de 1, de la base. Parce que, voilà, de la base. Alors, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne. Donc, on a bien une homothétie suivie d'une rotation. On a bien une similitude. Et donc, la racine énième est bien une similitude. Vous allez voir que c'est bien une similitude. Alors, je vais vous prendre un exemple. Voilà, sur GeoGebra classique. Donc voilà, je prends un nombre complexe que j'appelle Z1, qui a un module 8. Attention, c'est pas parce que vous voyez 4 plus 6, 93. Voilà, 4 plus 6, 93, c'est le nombre complexe. Dont la partie imaginaire, la partie réelle, je m'excuse. La partie réelle vaut 4. Et la partie imaginaire vaut, il ne faut pas que je touche de trop, 4. Voilà.
voilà, vaut 4. Et que la partie... je reprends un segment qui à partir de E jusque Z1, ben voilà, donc il vaudra 6,93. Bon, et si vous calculez le module ici, le module, vous faites, c'est un triangle rectangle, hein, vous calculez, ce sera 8. Donc, le complexe 8 et l'angle fait 60. Donc, si vous faites 8 fois 60, 8 fois cosinus 60, vous aurez la partie réelle, si vous faites, qui vaut 4, hein, cosinus 60 étant plus petit que 1, donc vous aurez un nombre plus petit que 8, c'est normal qu'on a 4. Idem pour sinus 60 fois 8, en complexe, dans l'imaginaire, 8 fois sinus 60, vous aurez un nombre plus petit que 8, donc vous aurez ici, dans ce cas-ci, 6,93. Et l'angle fait 60 degrés. Bon, là n'est pas le problème. Je calcule par GeoGebra la racine cubique. Comment? En faisant, comment je calcule la racine cubique? Je vais chercher ben, l'exposant qui se trouve, voilà, c'est A exposant B. Vous voyez une touche A carré, puis A exposant B, je prends ça, mais je mets un tiers. Je mets un tiers parce que un tiers c'est la racine cubique. Un demi c'est la racine carrée. A exposant un demi c'est la racine carrée, etc. Donc on met sous forme de puissance, mais des puissances qu'on appelle, voilà, c'est des puissances mises sous forme de fraction. Un quart, un tiers, un cinquième. Voilà. Et j'ai des racines énièmes. Je m'excuse. J'ai des racines énièmes. Voilà. Bon, alors, je vais chercher... donc ça, c'est la racine cubique. Je prends Z1, j'en prends sa racine cubique de Z1, ben, ça fait 1,88 plus 0,68. Et j'obtiens Z2. Bon, si je vous fais un zoom, le Z2, il est exactement en 1,88, il est là. Voilà. Et si je fais Z2 au cube, vous voyez dans l'éditeur, Z2 au cube donne 4 plus 6, 93, ça donne bien le Z1. Hein, donc Z2 est une racine cubique, ben, c'est parce que c'est GeoGebra qui me la donne, mais je vous montre que si je me remets au cube, je fais la racine cubique, je le remets au cube, et je vous montre bien que c'est bien une racine cubique, puisqu'en fait je retrouve Z1. Donc GeoGebra calcule les racines cubiques. Et calcule les racines cubiques et les cubes et tout ce que vous voulez, les puissances et les racines énièmes. GeoGebra calcule les racines énièmes et les puissances. Donc les puissances et le réinverse qui sont les racines énièmes. Donc GeoGebra le fait. Donc c'est ce que j'ai fait ici, calculer la racine cubique, et puis je refais le cube et je retombe sur la solution. Bon, alors sachez qu'ici c'est une racine troisième et que tout nombre complexe admet n racines énièmes et n seulement. Comme on a une racine cubique, je vais travailler avec la racine cubique, mais j'aurai trois racines cubiques, trois racines cubiques que j'aurai. Bon, j'en ai déjà une qui est Z2. Alors, comment on peut trouver les autres? Ben, je vais travailler comme je vous ai montré ici. Regardez bien. Je vais faire ceci. Je vais créer les racines cubiques de l'unité. Elles sont simples. Hein. C'est 0, 120 et 240 avec un module de 1. Donc, c'est assez simple. Elles sont là. Voilà. Je vais tracer le cercle. Le cercle, voilà, de base de rayon 1. C'est ce que je vais faire. C'est la première chose à faire. Bon. C'est ce que je fais. Donc, si je prends ce cercle, voilà. Voilà. Ça, c'est le... Je vais le mettre en brique. Bon, ça, je n'aime pas non plus. On va le mettre avec des hachures. Voilà. Des hachures, je vais... Voilà, ça, c'est ma base. C'est ma base. Ça veut dire que j'ai trois vecteurs qui sont un à 0, l'autre à 120 et l'autre à 240. Donc, ce qui veut dire que, connaissant le premier, la première racine qui est Z2, qui est à, je ne sais pas combien de degrés, 30 je crois, Z2 est à, je l'ai calculé, moi j'ai l'angle de Z2, voilà, l'angle, voilà, CAZ2 vaut 20 degrés. Bon.
Je sais bien qu'il vaut 20. Qu'est-ce que c'est que ce 20-là? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ce 20-là. Ce 20, c'est ça. C'est ce que vous avez, c'est phi sur n. Voilà, c'est phi sur n. Donc, sachant qu'il y en a un qui fait 20, ben, de là découlent 3 autres angles. Là, les racines de l'unité me donnent 0, 120 et 240. Donc, pour retrouver, sachant qu'il y en a une qui fait 20, ben, j'additionne 20 plus 0, ben, ça fait 20, c'est la première que j'ai trouvée, c'est Z1. Je fais 20 plus 120 et 20 plus 140, plus 240. Donc, je vais retrouver une racine qui est à 100, une à 20, une à 140 et une à 260. Voilà, voilà, et ça c'est les racines. Maintenant, le module, il fera quoi le module? Ben, le module, il fera racine cubique de... J'avais 8 en module. Voilà, le module, il faisait 8, rappelez-vous. Donc, je vais chercher la racine cubique de 8, j'aurai 2. Donc, j'aurai un module de 2. 2 avec les angles qui vaut 20 plus 0, ça fait 20. 20 plus 120, 20 plus 240. Donc, vous voyez que la base agit comme, on va dire, comme c'est un acteur, la base ici est un acteur par rapport à une référence connue, et je vais rechercher, voilà, je vais rechercher par rapport à une référence, bien sûr ici, comment j'ai trouvé le 20, ben, vous faites le complexe qu'il faut calculer racine cubique était à 60. Vous faites 60 divisé par 3, parce que j'ai calculé racine cubique, n égale 3. N égale 3. Mais le phi, il vaut 60, 60 divisé par 3, ben, ça fait 20. Donc le premier sera 20. Et les autres, ben, je vais chercher la racine unité, c'est elle qui va me les donner. Il suffit juste qu'ayant 20, je fais 20 plus 0, 20 plus 120, 20 plus 240. Ce qui fait 20 plus 0, 20, j'aurai 140 et 260. Voilà. Et donc, bien sûr, le module fera 2. 2 pour racine de énième de z, hein. Pas pour, pour la base. La base, c'est un rayon de 1. La base a un rayon de 1. Bon, donc la base, vous la voyez, c'est ce que j'ai assuré, c'est un rayon de 1. C'est un cercle de rayon 1. Bon, maintenant, le premier, je l'ai, c'est Z2. Ben, je fais Z2 plus... comme on a une racine énième qui fait 120, 20 plus 120, ça fait 140. Donc Z7 est à 140, mais avec un module de 2. J'ai construit un cercle de rayon 2. Ensuite, pour avoir le suivant, ben, le suivant, donc je vais mettre la deuxième racine, qui est le vecteur. Ça, c'est la deuxième racine énième, et la troisième, elle sera là. C'est-à-dire 20 plus 240, ce qui fait 260. Voilà les trois racines énièmes. Vous voyez que par rapport aux racines énièmes de l'unité, elles sont juste décalées de 20 degrés, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que là, on a une base, et tout le restant est décalé de 20 degrés. C'est juste ça. Tiens, on voit les traits qui circulent là. Les petits traits interrompus qui circulent. Bon, voilà. Et ces trois racines sont... Si vous faites le cube, vous allez obtenir ben, le Z là-bas qui est Z9, là, je sais pas, c'est Z9, je sais pas comment je l'ai appelé. Complexe. Voilà, c'est le Z ici. Bon, alors, ça vous avez vu que c'est la première racine. Enfin, ça c'est le Z1. Voilà, c'est le Z1. Si je l'enlève. Bon, il faudrait que j'enlève les autres parce que je les ai écrasés par des calculs, notamment par celui-ci. Si je l'avais mis, je l'aurais encore écrasé encore plus. Donc j'enlève Z3. Voilà. Et je teste si Z2, Z7, Z8 sont racines. En mettant en cube. Z2, Z7, Z8. Et c'est pour ça qu'ils sont écrasés. Ben, je vais aller voir Z2. Alors, là j'en ai déjà un. Z9 au cube. Z10 au cube. Voilà, allons voir. Voilà, maintenant j'ai tout effacé, on retrouve plus que le Z1. Alors, j'ai testé comment j'ai fait. Bon, je vous explique ici en gros comment ce que j'ai fait. Bon, je dois rechercher la racine
troisième de 8 fois cosinus 60 plus i sinus 60, c'est-à-dire de Z1 qui est à 4 plus 6 plus 693i. Hein. Alors, ce complexe-là, je vais vous le montrer, je vais l'écrire au stylo. Ce complexe, il est là. C'est ce complexe-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, je fais la racine cubique. Bon, je trouve Z2. Donc, je vais l'écrire au stylo. Où est Z2? C'est la racine cubique de Z1. Ça veut dire que si vous mettez Z2 au cube, ben vous allez trouver Z1. C'est normal, puisque c'est la racine cubique. Voilà. C'est GeoGebra qui le calcule. Bon, je ne l'ai même pas fait manuellement, donc je l'ai fait par GeoGebra en exposant un tiers. Bon. Mais je trouve 1,88 plus 0,68 que je remets au cube pour vérifier. Effectivement, j'obtiens bien 4 plus 6,93i. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais cosinus de 120 plus i sinus 120. Ça, c'est... tout d'abord, il y en a un avant, normalement. Oui. 120, c'est la racine énième de l'unité. Voilà, Z4, c'est la première racine de l'unité. Z4, c'est la première, elle vaut toujours 1. Là, j'ai 1. Ensuite, j'ai Z5 ici, qui est à 120, et Z6 qui est à 240. Voilà. Donc, je place les trois racines de énième de l'unité. Z5, je vais recommencer, donc... voilà, elles sont dessus. Je place Z4, qui est la première racine énième de la première racine cubique de l'unité, Z5, la deuxième racine cubique de l'unité, et Z6, la troisième racine cubique de l'unité. Voilà. Ça constitue, si vous voulez, ma base qui va générer la rotation. Donc vous voyez qu'il y a bien deux rotations là-dessus. Hein. Bon. Ensuite, bon, je mets tous les vecteurs associés, ça c'est pas un problème. Je mets le cercle de rayon 2 pour dire qu'il passe par Z2, donc il passera aussi par Z7 et Z8, parce que voilà, toutes les racines cubiques de Z, toutes les racines cubiques de Z1, déjà son module il fait 8, donc toutes les racines cubiques de Z1 auront pour module 2, donc c'est pour ça que je trace un cercle de rayon 2. Ben, j'en connais une de racine 1, c'est Z2. Bon, là j'aurai un module de 2, mais décalé de, si vous voulez, d'un angle qui est 20 degrés. D'un angle de 20 degrés, plus les racines troisième de l'unité. Bon, ici je vais devoir vous quitter parce que bon, je dois m'en aller. Mais sinon, vous avez compris hein, comment ça se passe. Comment ça se passe. J'obtiens Z7 en faisant 20 plus 120 et Z8 en faisant 20 plus 240. Voilà, et en faisant ça, ben, j'ai tous les angles et je vérifie que Z7 est bien, je mets Z7 au cube et j'obtiens bien Z1. Et je mets bien Z8 au cube pour obtenir Z1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que, si vous voulez, Z2, Z7 provient d'une rotation de Z2, Z8 provient d'une rotation de Z2, grâce à la base de départ, Voilà, je vous remercie.